Bienvenue à Rédacouverte, notre rendez-vous d'échange en direct avec la profession. Pour ce 8e épisode, vous reconnaissez parfaitement le lieu. Nous sommes au sein de notre rédaction pour recevoir aujourd'hui un pharmacien qui est le directeur général du laboratoire CSL Seqirus France, et ce, depuis fin 2023. Ce pharmacien, expert de la vaccination contre la grippe et de son marché, c'est Mathieu Remoissenet. Vous avez suivi nos précédentes conversations et donc vous connaissez là encore parfaitement la règle du jeu. Donc ce que l'on attend de vous, c'est de poser vos questions pour interagir en direct. Et n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez voir et revoir les précédentes Rédacouvertes en replay. Bonjour Mathieu Remoissenet. Vous exercez votre métier dans un domaine thérapeutique sur lequel de très grands groupes sont installés. Donc la première question que je me suis posée en préparant cet entretien, c'était finalement quelle était votre place sur la photo dans ce marché des vaccins antigrippaux. Très bien, merci et bonjour Laurent, et merci de m'accueillir dans Avec votre rédaction. plaisir. La place qu'on souhaite et sur laquelle qu'on souhaite prendre sur la photo, c'est finalement la place qu'on a aujourd'hui sur la photo, j'ai envie de dire, d'un point de vue mondial. On ne vous connaît pas bien, alors racontez-nous un petit peu. CSL Seqirus, c'est un laboratoire australien, centenaire, expert de la vaccination contre la grippe et leader dans la vaccination contre la grippe au niveau mondial. Donc la place qu'on souhaite prendre sur le marché français, c'est cette place-là, c'est la place qu'on a ailleurs dans d'autres pays, celle d'un des acteurs leaders de ce marché de la vaccination contre la grippe. Et alors, vous évoluez dans un marché où il y a bien entendu des concurrents, et ça c'est toujours très sain, mais il y a aussi, c'est un marché un petit peu particulier parce qu'il y a des freins à la vaccination antigrippale, des freins qui sont dans le grand public. Est-ce que vous les avez identifiés ? Alors, pouvez-vous d'ailleurs nous rappeler quels sont ces principaux freins, si tant est que ma question ait un sens ? Et puis bien sûr, le mode solution, c'est comment on lève ces freins ? C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'il y a des freins à la vaccination. La réalité des chiffres, c'est que si on regarde les études, 85% des Français sont favorables à la vaccination. Et qu'en fait, la proportion de Français qui est anti-vax ou fortement, j'ai envie de dire farouchement contre la vaccination, elle est extrêmement faible et minoritaire. La problématique en France, en fait, c'est pas tant l'adhésion à la vaccination, c'est le passage à l'acte. Et aujourd'hui, c'est comment on passe d'une adhésion théorique à une mise en pratique effective. Et si on regarde particulièrement sur les populations les plus, j'ai envie de dire, fragiles, une population qui est importante pour nous et qui est importante désormais dans le marché de la vaccination contre la grippe, qui est celle des plus de 65 ans, oui, donc eh bien, parmi eux, âgés, voilà, déterminés comme tels, parmi eux, finalement, toute vaccination confondue, seulement 1 sur 2 est à jour de sa vaccination. Et au sein de si on s'intéresse à la vaccination contre la grippe, le taux de couverture vaccinale, le nombre de 65 ans et plus qui bénéficient d'un vaccin année après année. L'année dernière, on était autour de 56%, l'année précédente, un petit peu en dessous. Donc on voit qu'on est finalement avec un niveau de vaccination qui est décorrélé, déconnecté de l'adhésion théorique. Voilà. Donc finalement, pour revenir à votre question, quels sont les freins ? Le premier frein, les freins, ils vont donc être autour de faciliter la mise en place, le passage à l'acte, si je puis dire, le passage à l'acte de la vaccination. Donc c'est une simplification du parcours de soins. Et là-dedans, évidemment que le maillage des pharmaciens a un rôle extrêmement important et que les pharmaciens ont un rôle extrêmement important, puisque aussi un des deuxièmes éléments, c'est comment les personnes sont accompagnées par un professionnel de santé qui va leur donner, je veux dire, un éclairage et les accompagner sur cet acte de vaccination. Et puis, ça va avec une compréhension de l'intérêt pour la personne de se faire vacciner, de comprendre que finalement, il y a vraiment quelque chose dont il faut se protéger, puisqu'on n'est pas dans le soin, quelque chose qui est très ancré dans le système de santé français. On soigne, là on est dans de la prévention, et on prévient quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui, s'il arrive, et malheureusement dans le cas de la grippe, ça peut être très, très grave, peut avoir des conséquences importantes. C'est assez intéressant, cette notion d'intérêt là, que vous venez d'évoquer, parce qu'il y a l'intérêt personnel et puis quelque chose d'un petit peu plus large, qui est l'intérêt collectif, tout à fait, sur lequel je pense parfois, selon le rapport qu'on a à l'autre et à la vie, l'appréciation et l'approche peut être très différente. Alors, vous travaillez sur des sujets comme ça ? Tout à fait, et en effet, c'est cette notion qui a un nom de santé publique, en fait. C'est en effet la vaccination, et on l'a tous vécu. Alors maintenant, c'est il y a
assez longtemps, au moment de la période dite Covid, où on nous a parlé d'un taux de vaccination dans la population pour permettre d'arrêter la circulation du virus. En fait, ça, c'est applicable à la grippe. L'OMS recommande un niveau de vaccination des personnes éligibles et, j'aimerais dire, à risque de 75%. Si on était on est à combien là? On est chez les populations donc les 65 ans et plus, on est à 56% sur la dernière saison vaccinale. Et sur les à risque de moins de 65 ans, on tourne en dessous des 30%. Donc on est loin de ces chiffres de l'OMS. Et c'est, dans la perspective d'atteinte de ce niveau recommandé par l'OMS à 75%, qu'on serait dans une vaccination collective, vaccination individuelle qui permettrait collectivement une protection de l'ensemble de la population. Alors, il y a cette notion... Et c'est possible, et c'est possible parce qu'aujourd'hui, il y a des pays, pas si loin que ça de nous, les pays nordiques, les pays anglo-saxons, qui ont des taux de vaccination qui sont approchants ou en tout cas bien au-dessus des nôtres. Alors ça, hyper intéressant. Donc comment font-ils? C'est parce qu'ils sont plus disciplinés? C'est parce qu'ils sont plus aidés encore par le système de prise en charge Alors je pense que les facteurs, ils sont multiples et on ne change pas une approche de santé publique et une approche de santé finalement en un claquement de doigts. Aujourd'hui, on est en effet dans des systèmes qui sont probablement plus historiquement tournés vers la prévention, là où nous, on est finalement un système qui est beaucoup centré sur le soin. Donc c'est comment, mais on voit que ça évolue. Ouais. La prévention prend une part de plus en plus importante dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt politique, pour plein de raisons, parce que prévenir, c'est le fameux adage, il faut mieux prévenir que guérir, mais c'est un adage qui a du sens, et on sait aujourd'hui, de très nombreuses études démontrent que investir dans la prévention, et en particulier dans la vaccination, c'est finalement prévenir des pathologies et prévenir des coûts derrière très importants. Donc c'est une démarche individuelle et collective, et c'est ça, où en effet, ce que vous disiez, qui est finalement complexe, qui conduira à une amélioration de la santé publique et peut-être également d'une optimisation économique. Alors, les personnes de 65 ans et plus, et même avant d'ailleurs, comprennent bien l'intérêt personnel de se faire vacciner. Il y a une époque bénie dans la vie où on se sent tout à fait invulnérable. Ce sont les plus jeunes, et justement les plus jeunes qui transmettent le virus. Comment on les touche ? D'abord, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de les toucher? J'imagine que oui, bien entendu. Mais surtout, comment on fait pour que cette tranche du très petit à l'adolescent soit aussi prise en charge quelque part par cet acte préventif? Donc en effet, on se sent plus ou moins exposé. C'est un paradoxe par rapport à ce que vous disiez là. Aujourd'hui, en France, la couverture vaccinale, au sens large, elle est très bonne chez l'enfant. Finalement, c'est dès lors qu'on rentre chez l'adulte ou chez le senior, où là, on a un niveau de vaccination qui, globalement, est moins bon. Mais les enfants, à la naissance et dans leur jeune âge, ils sont plutôt très couverts par les différents vaccins auxquels ils ont, j'ai envie de dire, droit, et il est nécessaire qu'ils aient. Par rapport à votre point, c'est oui, on peut tous souhaiter qu'en effet, l'ensemble de la population qui est en tous les cas éligible et ou à risque bénéficie du vaccin, mais comme je le partageais juste avant, aujourd'hui, sur les populations à risque, éligibles à la vaccination contre la grippe, remboursées de cette vaccination, seulement 56% des 65 ans et plus sont vaccinés. Donc, avant même, j'ai envie de dire, d'aller souhaiter mieux couvrir des populations qui ne sont pas à risque et qui sont plus jeunes, il faut déjà qu'on soit en capacité de monter notre niveau de vaccination chez les populations à risque et qui bénéficient aujourd'hui d'un système de santé qui leur propose et les rembourse d'une couverture qui permettra d'éviter la maladie pour eux. Donc travaillons sur les priorités. Exactement. Quelle a été l'efficacité des vaccins antigrippaux la saison dernière? J'imagine que ça, c'est aussi un argument qui doit revenir. Ah oui, mais de toute façon, c'est pas 100% efficace, quoi, en gros. Et puis, la question subsidiaire derrière celle-ci, c'est OK, parlons de l'année dernière, parlons de la saison précédente, mais parlons de demain. Quelle sera l'efficacité? Est-ce qu'on peut espérer mieux, d'ailleurs, plus exactement, l'hiver prochain en termes d'efficacité? D'ailleurs, comment on sait ça? C'est une très bonne question. Vous savez, c'est important en effet de parler de ce sujet-là, puisque le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin qui, chaque année, est renouvelé. Oui. Chaque année, on fait évoluer la composition des souches qui composent le vaccin pour répondre à ce que l'OMS
projette comme virus qui va circuler dans l'hémisphère nord, là où nous vivons tous, en France. Et donc, chaque année, ce vaccin, il évolue et il est produit par nous, industriels, et il est mis à disposition des marchés. Donc son niveau d'efficacité, il dépend aussi de finalement ce qui va effectivement circuler. Donc c'est extrêmement important en effet d'avoir en tête qu'une vaccination en général et contre la grippe, ce n'est pas en effet une vaccination à 100%. Mais là encore, on revient sur cette dimension populationnelle. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire vacciner. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, et là encore je fais appel à la mémoire collective ou individuelle, au moment du Covid, je pense qu'on a bien reçu ce message-là, qui était de dire finalement, au mieux, on est face à un vaccin qui va être parfaitement efficace et on se protège parfaitement. Dans le moins bon des cas, le vaccin va dans tous les cas avoir stimulé le système immunitaire qui est le nôtre et va permettre à ce système immunitaire de mieux répondre à l'agression du virus qui va arriver. Donc dans tous les cas, c'est une meilleure réponse que si on n'est pas vacciné. Est-ce que c'est la meilleure réponse à chaque fois ? Non. Mais dans tous les cas, c'est une meilleure réponse que de ne pas se faire vacciner. La pire des choses, finalement, c'est de ne pas se faire vacciner. Combien de personnes de 65 ans et plus ont bénéficié d'un vaccin amélioré lors de la toute dernière campagne ? Parce qu'en fait, je voudrais qu'on fasse un petit point, si ça ne vous ennuie pas, qu'on explique un tout petit peu déjà s'il y a des différences entre les vaccins améliorés le vôtre et celui de vos concurrents, et puis ensuite qu'on essaie d'évaluer combien de personnes de 65 ans et plus en ont bénéficié, et finalement quelle projection il y a. Là, elle est très concrète, ma question, elle est vraiment là pour les pharmaciens qui vont commander ou qui ont déjà commandé. Est-ce que la projection pour 2026 est meilleure ? Ok. Et en effet, ça reprend un point de votre question précédente. Donc, nombre de personnes de 65 ans et plus, nombre de personnes qui ont été vaccinées. La campagne dernière a été une bonne campagne en termes quantitatifs. Il y a eu plus de 12 millions de vaccins et de personnes qui ont été vaccinées lors de la précédente campagne, ce qui est plus important que les campagnes précédentes. Parmi elles, on a de l'ordre de 9 millions de personnes de 65 ans et plus qui ont bénéficié d'un vaccin. Donc c'est la grande majorité des personnes vaccinées aujourd'hui en France par le système, ce sont des personnes de 65 ans. C'est ce que vous disiez. Hein. Voilà, exactement. Parce que c'est en effet les personnes les plus à risque. Et pour autant, on se rappelle que parmi les 65 ans et plus, il en reste une grande proportion qui n'est pas vaccinée. Qui n'est pas vaccinée. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse aux 65 ans et plus, sur la précédente saison de vaccination, les vaccins de la catégorie améliorée, dont le Fluad, qui est un de nos 2 vaccins, fait partie, qui est un vaccin qui a obtenu une recommandation préférentielle de la part de la HAS pour un usage auprès des 65 ans et plus. Oui. Finalement, ces vaccins-là, il y en a un autre également en effet d'un concurrent, ces 2 vaccins-là, ils ont été administrés à un petit peu moins de 3 millions de 65 ans et plus. Or, je vous disais qu'il y en avait 9 millions qui ont reçu un vaccin. Donc ça veut dire que l'an dernier, on a globalement eu un plus grand nombre de personnes qui ont été vaccinées, parmi elles, une grande majorité de 65 ans et plus. En revanche, parmi ces 65 ans et plus, là où, mais c'est extrêmement récent, hein, c'est arrivé l'été dernier, donc il y a moins d'1 an. L'été dernier, la HAS a émis des recommandations préférentielles pour l'utilisation des vaccins améliorés auprès des 65 ans et plus. Eh bien, parmi les 65 ans et plus, il y en a seulement un tiers, à peine, non, même moins d'un tiers, moins de 3 millions, je disais, qui ont eu un vaccin amélioré. Donc finalement, si on regarde devant, et quel est l'intérêt de ces vaccins améliorés ? C'est que les vaccins améliorés, ils répondent à un besoin. Et c'est pour ça qu'ils ont été recommandés de façon préférentielle par la HAS. Les vaccins améliorés, ils répondent à un besoin qui est celui des 65 ans et plus. Quand on vieillit, on perd ses cheveux, ils deviennent gris, voilà, il y a des signes de l'âge. Et il y a d'autres signes qu'on ne voit pas, qui est une évolution de ce qu'on appelle notre système immunitaire, notre réponse immunitaire. Voilà. C'est un nom un peu pompeux ou complexe, qui est l'immunosénescence. Et en fait, c'est la capacité de notre système immunitaire à répondre à une agression. Et quand on vieillit, en fait, notre système immunitaire a une capacité moins bonne à répondre à une agression, au même titre d'ailleurs que je pense qu'on court moins vite le 100 mètres que quand on avait 25 ans. Voilà. Eh bien, pour pallier à ça, les vaccins améliorés, dont le Fluad, ils viennent finalement apporter une réponse parce qu'ils sont renforcés dans leur efficacité et ils permettent une meilleure réponse face à l'agression. Et si je suis très précis, aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que globalement, on est sur une réponse, une optimisation de plus de 25% de la réponse par rapport à un vaccin standard.
Alors, je rebondis sur ce que vous me dites là. Ils sont insuffisamment délivrés, parce qu'insuffisamment recommandés, parce qu'il n'y en avait pas assez sur le marché l'hiver dernier. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut s'attendre, avec le vieillissement de la population, à une demande beaucoup plus soutenue, donc à une production plus soutenue ? Alors, le point de le vieillissement de la population est un point extrêmement important, hein. On est en effet dans un moment aujourd'hui où notre population, au total, vieillit. L'INSEE estime entre 250 000 et 300 000 nouveaux entrants dans le club privé des 65 ans et plus. Et donc, chaque année, il y a de l'ordre de 250 à 300 000 nouvelles personnes qui sont éligibles à des vaccins améliorés, en tous les cas éligibles à cette vaccination prise en charge par le système. Je pense qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop définitives de la saison passée par rapport à l'utilisation des vaccins améliorés. Pour autant, il y a des enseignements. Pourquoi il ne faut pas tirer des conclusions définitives ? Parce que la recommandation formulée par la HAS est arrivée après la période de précommande. Les pharmaciens, finalement, dans la prise en charge de la grippe, il y a 2 temps. Il y a un temps de prise de commande ou de précommande, et ça, c'est en général entre janvier et mars, janvier-avril cette année, voilà, où on projette le nombre de vaccins et quel type de vaccin je souhaite pour ma pharmacie précommander dans la perspective de l'utilisation qui va se faire, elle, d'octobre plutôt à février ou janvier. Comment ça se passe cette année d'ailleurs, les précommandes ? La DGS avait alerté sur le fait que c'était un peu mollasson, si j'ai bien compris. Hein. Ouais. Et peut-être par rapport à ça, c'est juste, je reviens sur ce point, mais sur... alors c'est à bâton rompu, ouais, hein, ouais, bien donc, sûr, mais voilà. Très bien. Mais par rapport à ça, je pense que aujourd'hui, donc peut-être pas tirer de conclusion là-dessus, parce que les pharmaciens avaient donc pris des commandes, puis il y a eu des recommandations de la HAS, Ouais. Ils ont fait évoluer leurs commandes en faisant rentrer un certain nombre de vaccins améliorés, mais en effet, c'était pas, j'ai envie de dire, tout n'était pas parfaitement aligné. Donc l'utilisation modérée, que je pourrais dire, des vaccins améliorés l'an dernier, elle est aussi tenue par ça. Mais elle est aussi tenue par le fait que c'est quelque chose de nouveau. Elle est tenue par le fait que jusqu'à présent, en France, n'existaient pas ces recommandations pour ces vaccins améliorés au bénéfice des 65 ans et plus. Et donc, il faut communiquer, il faut informer évidemment les professionnels de santé. Il faut aussi que les personnes puissent en être informées du fait qu'il existe cette alternative-là et qui est, elle, recommandée de façon préférentielle. Et si je me souviens bien, alors là pour le coup Mathieu, vous êtes beaucoup plus expert que moi, il me semble qu'il y avait il n'y avait pas eu de vaccin amélioré, pas l'hiver dernier, mais l'hiver précédent. Il y en avait eu l'hiver d'avant. Enfin, il y avait une histoire comme ça où finalement il y avait des contraintes budgétaires, où ils ne s'étaient pas mis d'accord sur des prix, hein, c'est ça. Donc ça flotte un peu. Voilà, donc en effet, vous parlez d'une histoire qu'il y a eu un moment où il y a eu, puis il n'y a pas eu, puis il y a à nouveau. Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les 18 derniers mois. Parce que le présent n'est pas le passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir la disponibilité de vaccins améliorés, et en l'occurrence, nouvellement pour nous, de Fluad, cette disponibilité, elle est aussi soutenue par une recommandation préférentielle de la HAS, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Aujourd'hui, la HAS a concomitamment formulé une recommandation pour l'usage préférentiel des vaccins améliorés pour les 65 ans et plus, et a, négocié avec les laboratoires concernés des conditions de remboursement et de prix pour donner accès au marché. Donc ça, ce paradigme-là, il n'existait pas. Avant, il pouvait y avoir en effet des vaccins améliorés, mais ils n'étaient pas soutenus par une recommandation préférentielle de la HAS. Et je pense que ça, c'est important que les professionnels de santé qui nous écoutent, on puisse aussi se le mettre en perspective, parce que finalement, aujourd'hui, il a eu un temps nécessaire par les autorités pour, prendre cette décision. Aujourd'hui, cette décision, elle est prise. Et au même titre que je parlais tout à l'heure de complexité sur le marché français, du passage à l'acte de chaque individu entre je suis intéressé par la vaccination et je me fais vacciner, aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant d'entendre qu'il y a une recommandation. Maintenant, mettons-la en œuvre, faisons autant que faire se peut vivre cette recommandation qui, encore une fois, est une recommandation préférentielle, mais reconnaissant la valeur additionnelle des vaccins améliorés, et en particulier pour nous, du Fluad. J'ai plein de questions qui tombent. Hein. Alors je vous les pose en direct, donc un petit peu dans tous les sens. Je suis désolé, j'essaye de les orchestrer, vos questions. Et donc la première que je vais vous poser, c'est: y a-t-il un risque à injecter un vaccin amélioré à une personne jeune ?
il est difficile. Je ne peux pas vous dire. Vous avez le droit de ne pas répondre quand vous mais non, mais bien sûr que non. Enfin, en fait, je pense que derrière la question, il n'y a pas de risque aujourd'hui d'injecter un vaccin amélioré. Pour autant, ce n'est pas recommandé. Et je pense que c'est important quand même qu'on se dise les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut que la puissance publique continue de financer, c'est peut-être ça le message important. Financer la mise à disposition de vaccins qui sont pertinents pour certaines populations, il faut qu'on en ait un usage qui soit aligné avec ces recommandations. Aujourd'hui, encore une fois, pourquoi utiliser un vaccin amélioré chez un 65 ans et plus ? Parce qu'il y a la problématique de l'immunosénescence, de la baisse de la réponse immunitaire. Ça n'a pas de sens, il n'est pas nécessaire aujourd'hui, ce n'est pas démontré et reconnu d'avoir une utilisation de ces vaccins-là pour des populations qui n'ont pas cette problématique de l'immunosénescence. Donc, moi, mon message, c'est de dire, assurons-nous déjà que la grande majorité des 65 ans et plus bénéficient d'un vaccin qui est recommandé pour eux. Assurons-nous d'ailleurs que le taux de vaccination des 65 ans et plus augmente au-delà des 56%, et viendra ensuite le temps peut-être de se poser la question, est-ce que c'est pertinent de le proposer à autrui ? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est encadré par le remboursement. Les repos. Et je pense qu'il faut réellement rester sur ces recommandations et par contre, aller chercher, j'ai envie de dire, les patients qui font partie de ces recommandations pour leur proposer cette amélioration de vaccination qui leur est dédiée. Alors, j'ai une question, on a parlé de démographie, on a parlé d'une demande qui était clairement importante, si vraiment tout le monde se faisait vacciner. Alors, j'ai une question sur l'Europe, est-ce qu'elle reste dépendante des capacités industrielles extérieures justement au champ européen pour la grippe ? C'est une question qui revient, ça aussi, sur d'autres médicaments plus classiques. Et c'est une question très, j'ai envie de dire, du moment. Aujourd'hui, encore, de quoi parle-t-on ? On parle donc de vaccins qui changent tous les ans, avec une volumétrie extrêmement importante sur un temps très court au travers le monde. Donc finalement, l'enjeu, il est, j'entends la dimension de la zone de production, l'enjeu, il est, j'ai envie de dire, de s'assurer de la mise à disponibilité des bons vaccins au bon endroit. Et c'est ça l'enjeu. Et nous, chez CSL Seqirus, nous, je vous l'ai dit, on est un acteur australien. Oui. On a différents sites de production situés à différents endroits dans le monde qui sont nos sites de production et qui nous permettent, et qui sont des sites dédiés avec une forte expertise qui nous permettent vraiment de répondre à l'ensemble des problématiques de par le monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans notre construction, vous parliez, votre première question, c'était quelle place on a sur la photo. Ça mettait en exergue un point qui est qu'on est un nouvel acteur en France, alors qu'on est un acteur historique de la vaccination. Une des raisons pour lesquelles on est un nouvel acteur en France, c'est parce qu'on a aujourd'hui la capacité de servir le marché français. Aujourd'hui, si on avait, quel que soit, j'ai envie de dire, le niveau de demande pour le marché français, nous, on sait qu'on est en capacité d'y répondre. Donc, pour revenir à votre question, l'enjeu, c'est de s'assurer, et c'est un travail qu'on fait dans nos échanges avec l'État, on a des contacts réguliers, qu'on ait un bon niveau de réservation pour que les besoins du marché français soient servis. Et si je continue et je m'arrête ensuite, dans ce schéma-là, les pharmaciens, ils font le job. Aujourd'hui, les pharmaciens, ils font le job puisqu'ils définissent leur niveau de précommande. Grâce à ce niveau de précommande orchestré par l'État et en particulier par la DGS, on peut fixer le volume que chaque industriel finalement va se projeter à produire. Il peut produire ce volume au bon niveau et servir le marché français en fonction de ce qui apparaît comme étant le besoin. Alors vous me parlez de volume et ça me fait penser à un point qui a été d'ailleurs à l'ordre du jour la saison dernière. C'est la notion de stock d'État, les stocks d'État en vaccins antigrippaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà à quoi ils servent et comment ça se passe en fait rapidement quand on vous demande de sanctuariser une quantité c'est pas si évident que ça pour des pharmaciens de comprendre qu'ils sont des acteurs privés quand même, de comprendre en fait comment l'État préempte en fait une quantité. Et alors c'est bien normal que ce ne soit pas évident, d'autant plus que ce n'est pas systématique. Donc en fait, en effet, l'an dernier, il y a eu la mise en place par les autorités de santé, le ministère de la Santé, d'un stock d'État. La raison de la mise en place de ce stock d'État l'an dernier, elle était liée au fait qu'à l'issue de la période de précommande, fin avril, avait été estimé par les autorités de santé que le niveau de précommande était
en deçà de ce qui allait devoir être probablement le besoin du marché. Et donc, par rapport à ça, ils ont décidé de mettre en place un stock d'État, de faire un appel d'offres, si je puis dire, pour ça, et de constituer ce stock en prévision d'un éventuel risque de disponibilité. Mais ça, ce n'est pas mécanique. C'est-à-dire que typiquement, cette année, à l'issue de la phase de précommande, et on a vu cette année que, tout comme l'année dernière d'ailleurs, la phase de précommande classique qui est de janvier à mars s'est prolongée fin mars, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la DGS avait notifié le fait qu'on était en deçà des prévisions et de l'attendu en termes de volume. Fin avril, finalement, un point a été fait, et à l'issue de ce bilan fin avril, en tout cas à la lumière des échanges que nous avons eus, moi que j'ai eu avec les autorités de santé et la DGS, n'est pas considéré aujourd'hui qu'on est sur un niveau qui nécessiterait, a priori, de nouveau, d'actionner la mise en place d'un stock d'État. Donc on ne devrait pas avoir cette année un stock d'État parce qu'on a, a priori, le niveau de précommande suffisant pour pouvoir répondre à l'offre, aux besoins, pardon, telle qu'elle est projetée. Je reviens un tout petit peu justement sur les précommandes. Effectivement, il y avait aussi un sujet il y a quelques semaines sur les précommandes qui était lié à une menace qui pesait sur l'égalité des marges. Voilà, il était donc question que quel que soit le vaccin, entre guillemets, haut de gamme ou classique, que la marge soit bloquée et soit la même pour les deux. Alors est-ce que vous avez des infos, vous, sur la notion de risque toujours aujourd'hui? Mais alors là, c'est le risque économique, c'est-à-dire est-ce que finalement cette menace pèse toujours? Et puis, vous, ce que vous en pensiez, parce que vous êtes quand même un producteur. Bien sûr. Non, alors, les infos concernant premièrement, c'est en effet quelque chose qui a animé fortement... Et ça a eu des conséquences sur les commandes d'ailleurs, à votre avis, ou pas? Pour répondre simplement à ça, la réponse est oui, mais on va y revenir. Donc oui, ça a été un sujet qui a été en effet au cœur, on va dire, des échanges et des préoccupations légitimes des pharmaciens en ce début d'année civile. Légitime parce qu'en effet, c'est un changement au travers de cette réflexion-là, uniquement centrée sur les vaccins contre la grippe. C'était finalement, j'ai envie de dire, probablement un cheminement qui pouvait conduire au-delà des vaccins contre la grippe, à une réflexion différente du modèle économique de la pharmacie tel qu'il est. Par rapport à ça, moi, quelle est notre position et notre regard là-dessus? Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder comment fonctionnent les choses. Aujourd'hui, comme je l'évoquais, on a depuis cette année uniquement la mise à disposition du marché français de vaccins dits améliorés, dont le Fluad. Ces vaccins améliorés, ils ont bénéficié d'une recommandation préférentielle d'utilisation pour les 65 ans et plus et d'une tarification négociée avec l'État qui est différente, en effet, de celle des vaccins dits standards. Donc, et pourquoi ils ont bénéficié de ça? Parce c'est une reconnaissance négociée et validée, je veux dire, voilà, par de leur valeur ajoutée. De leur valeur ajoutée. Il est donc cohérent et légitime, d'autant plus que ça s'inscrit dans le modèle aujourd'hui de la pharmacie, que cette reconnaissance de la valeur ajoutée, elle est, j'ai envie de dire, des implications sur l'ensemble de la chaîne, y compris la chaîne, si je puis dire, de distribution, qui n'est pas que de la distribution, bien évidemment, mais et qui constitue voilà, le lien avec le pharmacien. Donc, aujourd'hui, ça a été quelque chose qui a été réfléchi et mis sur la table. À ma connaissance, mais je n'ai pas plus d'informations que vous, que tout le monde, c'est un sujet qui est mis en stand-by, ou du moins qui n'est plus à l'ordre du jour, mais je pense que finalement, il faut aussi se dire que ce sujet-là, c'est un sujet qui n'est pas lié à la vaccination contre la grippe, c'est un sujet qui est beaucoup plus large, qui est lié à et on voit qu'il y a beaucoup d'informations dans les derniers mois autour de l'économie de la pharmacie. Il y a celui-là, il y en a eu d'autres, et c'est finalement tout ça, c'est le même sujet. C'est quel est en effet le modèle économique de la pharmacie et comment par rapport à ça, éventuellement, il y a des ajustements à faire. Notre enjeu d'industriel, pour revenir à ça, c'est finalement de nous assurer que dans le contexte qui sera déterminé par l'État, de nous assurer de pouvoir répondre positivement aux demandes qui seront formulées par les professionnels de santé, par les pharmaciens qui sont nos clients premiers, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, on a parlé des précommandes, on a évoqué les stocks d'État. Je dirais qu'il y a un troisième élément qu'on a un petit peu tendance à oublier, qui est celui du pharmacien qui a trop commandé, ou qui n'a pas assez vendu, je ne sais pas comment on peut le dire, ou pas assez délivré. Comment ça se passe d'ailleurs quand on se retrouve titulaire d'une officine avec un stock de vaccins antigrippaux sur les bras?
Est-ce que, et donc pas dans le bras, comment ça s'organise comment la reprise de ces vaccins? Mais c'est en effet un sujet au cœur de la préoccupation légitime du pharmacien. Et pourquoi légitime? Parce que le pharmacien, d'ailleurs, il finance cette prise de commande. Il y a des temps de facturation, mais voilà. Donc il est légitime pour lui de s'assurer que ce qu'il va commander, il va l'utiliser. Et que s'il ne l'utilise pas, il ne va pas être pénalisé par ces arbitrages. Donc par rapport à ça, nous on a plusieurs réponses, j'ai envie de dire. La première d'entre elles, d'abord, c'est, et c'est la position dans laquelle on est, nous on a mis en place une équipe de délégués attachés à la promotion du médicament qui viennent, j'ai envie de dire, visiter les pharmaciens pour, auprès d'eux, en alignement avec eux, déterminer le bon volume par rapport à leur expertise de leur pharmacie et leur historique. Mais il ne nous appartient pas de définir à leur place quel est le volume qu'ils ont à faire. J'entends bien. Première chose. Deuxièmement, ce volume, on pourrait aussi se mettre dans l'hypothèse, bah oui, mais on va pas en commander assez, et du coup, je vais avoir la problématique inverse, pendant la saison, de ne pas pouvoir répondre à un besoin. Par rapport à ça, et on l'a vu cette saison, nous, on essaye d'avoir le plus d'agilité et de flexibilité possible, et y compris pendant la saison, on s'est rendu en capacité de répondre à des besoins de réassort de nos clients ou de nouveaux clients. Et enfin, dans le cas où, en effet, malgré ça, malgré ces efforts-là, on a une saison qui est différente de celle qu'on avait pu anticiper, et on a un niveau de vaccin qui reste, j'ai envie de dire, dans les frigos. Eh bien ça fait partie des conditions aussi qui sont discutées, négociées avec les pharmaciens et les groupements de pharmaciens, et des conditions de reprise, et évidemment, nous aujourd'hui, on a intégré parfaitement cette dimension-là, et on offre un niveau de reprise qui est, j'ai envie de dire, en tous les cas, on a souhaité, pour notre entrée sur le marché l'an dernier, et tout comme cette année, être au moins aussi bien 10 ans, voire mieux 10 ans, que ce qui pouvait être mis sur le marché. Est-ce que un jeune labo centenaire comme le vôtre travaille sur d'autres types de vaccins? Alors, qu'il s'agisse d'autres pathologies, j'ai une question là qui est tombée sur, et je m'y attendais d'ailleurs, à quand une vaccination Covid-19 grippe, autres pathologies, mais aussi autres technos, ARN messager, des sujets que vous maîtrisez mieux que moi là encore, je pense. Donc là, on est sur un sujet de pipeline. Voilà, ouais. Si on regarde le pipeline de notre laboratoire, nous, donc, encore une fois, on est un spécialiste de la vaccination et en particulier de la vaccination contre la grippe. Pour autant, il existe dans d'autres pays du monde, et ce n'est pas projeté à date sur le marché européen. Voilà, on a un vaccin contre le Covid-19. Donc aujourd'hui, en France et sur le territoire européen, on n'a pas de projection d'aller vers le Covid-19. Pour plusieurs raisons. Parce qu'aussi, je pense qu'on a appris de ce qu'est aujourd'hui la pathologie du Covid-19 et j'évoquais l'importance de la grippe. La grippe, ça reste aujourd'hui un besoin médical non couvert. Aujourd'hui, il y a encore énormément à faire, à mieux protéger les plus fragiles, nos aînés en particulier, et la population à risque, avant même de vouloir combiner, améliorer. D'autant plus qu'aujourd'hui, les pathologies, les maladies, la grippe et le Covid, ce n'est pas les mêmes maladies, ce n'est pas les mêmes pics et saisonnalités. Alors certes, en période hivernale, on peut avoir une concomitance du Covid et de la grippe, mais on a vu et on voit encore aujourd'hui que le Covid, il y a plusieurs nécessités de vaccination au long de l'année. Et puis troisième chose, ce qu'on voit aussi, c'est que le niveau d'intérêt et d'acceptabilité de la part de la population générale pour l'une et l'autre de ces vaccinations est différente. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu constater, y compris de la part des autorités de santé, qui ont fait évoluer leur communication autour de la vaccination lors de la dernière campagne. Lors de la dernière campagne, on était bien sur des campagnes de vaccination séparées. La grippe, pour différents types de populations, le Covid à d'autres moments. Et moins dans une version combinée. Aujourd'hui, la combinaison de cette vaccination, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du futur. L'alpha et l'oméga du futur, c'est de s'assurer d'avoir le meilleur des vaccins par rapport à chacune des pathologies pour les personnes qui en ont besoin. Et donc, développement ARN messager, pas ARN messager? Donc ça, c'est une technologie qu'on développe, mais qui est aujourd'hui sur des
des utilisations et des accès au marché sur des marchés asiatiques, mais aujourd'hui on n'est pas sur cette projection-là sur le marché européen à court terme. Et objectivement, comme vous disiez, nous on est un nouvel acteur français, même si on est un centenaire. Je pense qu'au niveau du marché français, dans les prochaines années, on a déjà bien à faire avec le marché contre la grippe. Et c'est ce sur quoi on va se concentrer. Alors, j'ai une question qui mérite, je pense, d'être posée. Toutes les questions méritent d'être posées. J'ai 2 questions. Il nous reste assez peu de temps. La première, très pratico-pratique. Comment un laboratoire comme le vôtre accompagne les équipes officinales pour les aider dans leur mission de vaccination? Je pense là que ça dépasse un peu le cadre de la vaccination contre la grippe. Ça, c'est la première chose. Et une autre question qui est tout à fait corrélée d'ailleurs à celle-ci, qui correspond aussi au sujet qui nous anime aujourd'hui, celui du maillage. Est-ce que finalement la fermeture progressive d'officines dans certains territoires, et notamment en milieu rural, peut devenir un vrai sujet de couverture vaccinale? Alors, je propose de rebondir tout de suite sur la seconde. Évidemment, aujourd'hui, comme au tout début de notre échange, on évoquait le fait que un des leviers pour améliorer la vaccination contre la grippe, c'était la simplification du parcours de soins, c'était l'accompagnement par un professionnel de santé. Si on a un maillage pharmaceutique qui est le professionnel de santé de proximité par excellence, qui s'érode et qui voit des trous, si je puis prendre l'image, exister, bien en effet, les populations qui seront éloignées de ces professionnels de santé, il y aura évidemment un risque de non-passage à l'acte et de non-vaccination. Donc oui, évidemment. Car moins conseillé, moins sollicité. Exactement. Donc c'est évidemment un enjeu de santé publique, en fait, que de maintenir un maillage des pharmacies d'officine efficace, de proximité avec tout le monde. Et dans la santé publique, il y a la prise en charge de la vaccination contre la grippe. Donc oui. Et par rapport à votre premier point… Le premier point, je vous le rappelle. C'est bon, vous l'avez. J'ai pris le temps de le noter. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, comme… finalement, quel est notre accompagnement? Donc, j'ai déjà évoqué, mais je reprends quand même une seconde. Premier niveau d'accompagnement, nous, ce qu'on essaye, c'est d'accompagner le pharmacien au moment de sa décision de prise de commande sur son volume, les conditions dans lesquelles il va être livré, quand, quel volume, à quel rythme, combien de fois. On a mis beaucoup de flexibilité, le plus de flexibilité possible pour ça, pour faciliter, j'ai envie de dire, aussi cette prise de commande au bon niveau. Ensuite, auprès du titulaire professionnel de santé. Ou des personnes en charge de la prise de la commande. Ensuite vient, et ça on est plus dans la phase de précommande, ensuite vient le temps de la campagne, et il faut être prêt au moment de la campagne, en effet, pour pouvoir assurer que non seulement on a pris le bon nombre de vaccins avec les bonnes natures de vaccins pour la population, les améliorer pour nos 65 ans et plus, les vaccins standards pour la population générale, mais ensuite il va falloir s'assurer que ces vaccins, on puisse les administrer, les proposer aux personnes. Et nous, en effet, et je vous évoquais ça, on est rentré sur ce marché français avec un focus, si je puis dire ainsi, qui était en fait d'être au plus proche des pharmaciens d'officine, avec une équipe terrain. Et cette équipe terrain, elle fait ça, elle accompagne le pharmacien dans cette phase de précommande, et puis elle va l'accompagner en dehors de cette phase de précommande, y compris pendant la campagne, ainsi que son équipe, sur comment on va pouvoir finalement aider le pharmacien à trouver en effet des leviers en direction de sa patientèle, pour proposer la vaccination contre la grippe. Comment on va pouvoir aider le pharmacien et son équipe à finalement pouvoir peut-être aussi mieux réaliser l'action de vaccination. Comment on va pouvoir aider le pharmacien et son équipe à pouvoir, dans le cadre d'une vaccination contre la grippe, peut-être réfléchir à des recommandations associées qui pourraient convenir à un patient qui nécessite 65 ans plus. Donc en fait, on a un certain nombre d'accompagnements qu'on peut proposer à nos clients. Et puis, sur un thème, j'ai envie de dire, d'accompagnement, je ne parlerai pas de formation, parce qu'on n'est pas là pour former qui que ce soit, on est plus là pour apporter des outils et des éléments. Et puis, d'autre part, on a aussi des animations plus, j'ai envie de dire, commerciales, avec créer de la visibilité sur, au moment de la grippe, le fait qu'il y a la possibilité de se faire vacciner, le fait qu'il est important de se faire vacciner, donc aider le pharmacien à animer en direction de son équipe et puis au sein plus largement de sa patientèle. De créer aussi ce questionnement éventuel pour ceux qui ne viennent pas spécifiquement pour se faire vacciner, mais qui finalement se disent c'est peut-être passer à l'acte l'opportunité de peut-être
me faire vacciner, puisque d'ailleurs je ne suis pas contre la vaccination. C'est juste que j'y pense pas. Et moi qui suis, imaginons, je suis titulaire et donc je peux aussi commander, j'arrive en fin de stock, de mon stock que j'ai précommandé et sur lequel j'ai été livré. Et je peux par ailleurs commander un vaccin de votre laboratoire chez les grossistes répartiteurs. Bien sûr, Et il y en a suffisamment parce que souvent en fin de campagne comme ça, les grossistes répartiteurs n'en ont plus non plus. Voilà, je pense que la campagne dernière parle aussi, d'une certaine façon. J'évoquais tout à l'heure, on a les précommandes, elles vont déterminer un volume. Maintenant, sur ce volume, chaque industriel est libre de décider ce qu'il fait en termes de combien il souhaite mettre à disposition. Et nous, aujourd'hui, très en lien avec notre ADN d'experts de la vaccination, au passage, on est un expert de la vaccination contre la grippe saisonnière, mais on est également un partenaire des États au travers le monde pour tout ce qui est la vaccination pandémique. C'est un autre sujet, mais ça fait de nous, je pense, ça fait de nous ce qu'on est, c'est-à-dire avec cet ADN vraiment de santé publique et de volonté de répondre présent dans les marchés où on est présent. Et donc, typiquement, l'an dernier, on était nouvel entrant, on aurait pu choisir de faire, j'ai envie de dire, à minima ou de faire juste ce qu'on avait, et on a fait un choix différent en considérant qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas pouvoir répondre à un besoin s'il était exprimé. C'est ce que je vous exprimais tout à l'heure. En termes industriels, nous aujourd'hui, on a cette capacité de production pour répondre aux marchés dans lesquels on est présent. Et donc sur le marché français, nous, ce qu'on a prévu l'an dernier et ce qu'on prévoit pour l'an prochain, c'est en effet de répondre évidemment à nos précommandes, mais aussi d'être en capacité, autant que faire se peut, de répondre à un besoin qui viendrait en complément. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin en tout cas pour cette conversation. Merci Mathieu d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve au même endroit et à la même heure le jeudi 4 juin. Et à votre place, Mathieu, une pharmacienne, Christine Tikas, qui est directrice commerciale chez BD Rova pour l'Europe de l'Ouest. Et ce sera pour nous tous l'occasion de nous poser une question, la démocratisation de l'automatisation peut-elle sauver le maillage pharmaceutique? Enfin, il me reste encore quelques secondes pour vous inciter et vous inviter à notre événement autour du maillage pharmaceutique qui se déroulera le 25 juin prochain. Il est gratuit, il y aura plein de surprises, dont un cocktail sur un magnifique rooftop. Ça se passe à Boulogne-Billancourt, dans un lieu qui s'appelle Métal 57. Alors, moi, je vous encourage vivement à vous inscrire sur l'espace maillage du site lemoniteur-des-pharmacies.fr. Voilà, j'ai terminé. Je ne vous embête plus, mais je vous dis quand même à la semaine prochaine.